Ceci est une carte du Canada datant de 1850. Elle a été créée par la Compagnie de la baie d'Hudson et montre en vert le territoire revendiqué par la compagnie selon la charte accordée par le roi Charles II. En rose, ce sont d'autres territoires britanniques. En jaune, l'Alaska, alors sous contrôle russe. Comme vous pouvez le voir, le territoire de la compagnie occupait une partie gigantesque de ce qui est aujourd'hui le pays. Je dirais un peu plus de la moitié de ce qui existe actuellement. Le Canada et la Compagnie de la baie du Hudson sont précisément à l'origine du Canada en tant que pays. Peut-être que le titre est un peu exagéré, mais il fallait bien que je vous fasse cliquer, et ce n'est pas faux. Il existe un lien direct entre la création de la compagnie, son développement, sa croissance jusqu'à un statut quasi national, puis la création du Canada en tant que nation. Par la suite, la Compagnie de la baie d'Hudson n'est pas exactement devenue le Canada, mais la création du Canada aurait été impossible sans l'existence de la Compagnie de la baie d'Hudson, et sans son accord, pour transférer son pouvoir et son territoire au Canada. Et la Compagnie de la baie de Hudson a été l'une de celles à comprendre cette histoire et à expliquer comment, d'une certaine manière, une entreprise est devenue un pays. Je veux aborder 3 questions. Premièrement, comprendre comment la Compagnie de la baie de Hudson a été créée, ce qu'elle était, et comment elle s'est insérée dans le contexte des territoires coloniaux au Canada à l'époque. Deuxièmement, comment la compagnie s'est développée et a étendu son influence à presque tout le territoire du Canada moderne, devenant un monopole et prenant le statut d'une entité quasi nationale, comme la Compagnie britannique des Indes orientales en Inde. Troisièmement, comment la compagnie a été absorbée et reprise par le gouvernement britannique, contribuant à la création de la nation canadienne. Elle survit encore aujourd'hui comme une petite entreprise distincte, car cette compagnie fondée en 1670 existe toujours. Leur logo est devenu plus ennuyeux, et ils auraient fait faillite l'an dernier. Ils n'ont pas le pouvoir d'un pays, ça c'est sûr, mais ils existent toujours. Alors, commençons. Je veux donner un peu de contexte sur la façon dont la Compagnie de la baie d'Hudson a vu le jour. Parce que c'est vraiment le début de tout. Au milieu du XVIIe siècle, l'Amérique du Nord était un champ de bataille pour les ambitions européennes, et le Canada actuel ne faisait pas exception. La côte atlantique comptait des colonies britanniques, comme la Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, toutes accrochées au littoral et luttant contre un climat rigoureux. À l'intérieur des terres, la France dominait les réseaux commerciaux de Québec au Grand Lac et au Mississippi. Les explorateurs et commerçants français ont tissé un réseau lâche mais assez puissant d'alliances et de commerce qui les liait aux nations autochtones. Ce réseau était en quelque sorte le cœur de la Nouvelle-France. Leurs colonies canadiennes au Québec étaient reliées au territoire de la Louisiane et divisaient essentiellement le continent en deux. Le système français reposait sur les coureurs de bois, commerçants de fourrures indépendants, qui pénétraient loin dans les terres pour échanger directement avec les communautés autochtones des peaux de castor destinées à l'Europe. En revanche, à cette époque, l'Angleterre ne possédait aucun empire intérieur. Toutes ses colonies se trouvaient sur la côte. Mais cela était sur le point de changer. Le tournant est survenu lorsque 2 renégats français, Pierre-Esprit Radisson et Médard de Grosselière, après avoir été punis par les autorités françaises pour commerce illégal, ont fait défection et sont passés du côté de l'Angleterre, apportant avec eux une idée audacieuse. En naviguant directement dans la baie d'Hudson plutôt que sur la côte atlantique, les Anglais pourraient commercer les fourrures plus efficacement que les Français. En évitant les longues et dangereuses routes terrestres depuis Montréal, leur plan promettait d'immenses profits et un point d'appui impérial dans le nord du continent encore inexploré. Ainsi, les Anglais étaient littéralement à bord. En 1668, le navire anglais Nonsuch entra dans la baie d'Hudson et revint avec une fortune en fourrure. Le succès de l'expédition a convaincu le roi Charles II d'agir. En 1670, il a octroyé une charte royale à un groupe d'investisseurs, surtout des nobles et marchands anglais. Et il a officiellement constitué le gouverneur et la compagnie des aventuriers d'Angleterre. Commerçant dans la baie d'Hudson, cela deviendra plus tard connu sous le nom de Compagnie de la baie d'Hudson, ou Compagnie de la baie d'Hudson pour faire court.
Quand on regarde leur logo, ce nom et la date de fondation y figurent toujours. La charte accordait à la compagnie le monopole de tout le commerce dans les terres se déversant dans la baie d'Hudson. Une région appelée Terre de Rupert, du nom du prince Rupert, le cousin du roi et premier gouverneur de la compagnie. Mais la charte ne faisait pas que conférer des privilèges économiques, elle accordait à la compagnie des pouvoirs quasi souverains. La compagnie de la baie de Hudson pouvait faire des lois, construire des forts, rendre la justice et même lever des forces armées. En essence, c'était un état d'entreprise, une compagnie avec tous les droits et pouvoirs d'un pays. À leur arrivée dans l'actuel nord du Canada, leurs commerçants ont découvert un monde déjà fortement lié par la diplomatie et le commerce autochtone. Les nations Cris, Dene et Inuit étaient des partenaires actifs des Français et des Anglais, déterminant les routes commerciales, agissant en médiateurs pour les alliances et influençant le fonctionnement de la nouvelle entité européenne. Le succès initial de la compagnie de la baie de Hudson dépendait entièrement de ses relations au XVIe et début du XVIIIe siècle. Les avant-postes de la compagnie, appelés factoreries comme York Factory, Fort Albany et Moose Factory, étaient isolés. Des îlots d'autorité européenne à la lisière d'un vaste monde autochtone. Et alors que la compagnie de la baie d'Hudson s'installait, eux, et les Français faisaient souvent la guerre, surtout lorsque des conflits locaux étaient intégrés à une échelle plus vaste, mondiale ou européenne. Des exemples incluent la guerre de succession d'Espagne et la guerre de 7 ans, qui s'est achevée en 1763. Par le traité de Paris, la France a cédé tous ses territoires canadiens à la Grande-Bretagne. La compagnie de la baie de Hudson opérait désormais dans une Amérique du Nord entièrement britannique, et ses ambitions ont grandi avec cette nouvelle réalité impériale. Et c'est vraiment à ce moment-là que leur potentiel à agir comme un pays indépendant a véritablement atteint son apogée. Dominant au XVIIIe siècle, la compagnie de la baie de Hudson suivait un modèle prudent. Elle a construit des forts côtiers sur les baies d'Hudson et de James, et elle attendait que les commerçants autochtones leur apportent les fourrures. Mais à la fin des années 1700, un nouveau concurrent a complètement changé la donne. Après la chute de la Nouvelle-France, un groupe de marchands écossais et anglais, basé à Montréal, a formé la Compagnie du Nord-Ouest. Essentiellement une copie de la Compagnie de la baie de Hudson, mais avec une approche très différente, plus proche de ce que faisaient les colons français. Les Nord-Ouest envoyèrent des commerçants profondément à l'intérieur du continent. Ils ont créé des lignes d'approvisionnement mobiles en canoë et collaboré avec des partenaires autochtones, établissant des réseaux commerciaux jusqu'au Pacifique. Et leur efficacité et leur capacité d'adaptation commencèrent bientôt à miner les profits et la capacité d'opérer de la compagnie de la baie de Hudson. La rivalité entre les deux compagnies devint assez féroce. Ils se disputaient fourrure, territoire et loyauté de leurs partenaires autochtones. Au début des années 1800, les tensions ont dégénéré en violence. La compagnie de la baie d'Hudson, soutenue par son actionnaire le plus influent, Lord Selkirk, a établi la colonie de la Rivière Rouge dans l'actuel Manitoba en 1811. Cette colonie agricole devait ravitailler les postes du Nord, mais la compagnie du Nord-Ouest la voyait comme une menace pour ses routes commerciales. Des escarmouches ont éclaté, culminant par la bataille de Seven Oaks en 1816 où 21 hommes furent tués. La guerre du Pemmican fut l'un des épisodes les plus sanglants de la première histoire coloniale du Canada. Et cela n'impliquait même pas les autochtones. C'était entre deux camps opposés de colonisateurs. Vous l'imaginez. La Grande-Bretagne était gênée de voir deux de ses compagnies mener des guerres privées en Amérique du Nord et est donc intervenue. En 1821, le gouvernement de Londres a ordonné aux deux compagnies de fusionner sous le nom de Compagnie de la baie de Hudson. Ce n'était pas une fusion, mais une absorption de la Compagnie du Nord-Ouest par la Compagnie de la baie de Hudson. Cela a non seulement mis fin à une querelle commerciale, mais a aussi renforcé la domination de la Compagnie de la baie d'Hudson sur la majeure partie de l'Ouest et du Nord du Canada. Le Parlement britannique a adopté une loi donnant à la Compagnie une juridiction civile et pénale sur le territoire, faisant d'elle l'administrateur de l'Empire britannique dans la région. Sous son nouveau gouverneur, Sir George Simpson, souvent appelé l'Empereur du Nord, la Compagnie de la baie d'Hudson a atteint son apogée. Je crois qu'il existe une biographie de ce type qui porte exactement ce titre, Empereur du Nord. Il faut que je la lise aussi. Simpson a transformé la compagnie en machine efficace, créant des districts régionaux, supprimant les postes redondants et rationalisant le commerce. Il voyageait sans relâche à travers le continent, souvent en canoë ou à cheval. En fait,
Une partie amusante de l'histoire se trouve dans le livre du roi marchand. Il nous raconte que cet homme, chaque fois qu'il voyageait à travers les avant-postes, se déplaçait en canoë avec un joueur de cornemuse qui jouait pendant le trajet. Je ne sais pas. Une chanson au hasard alors qu'il approchait du fort pour que les gens sachent quand il arrivait, et il vivait un peu avec sa propre bande-son. C'est plutôt classe. Supervisant des milliers d'employés et des centaines de postes, de la baie d'Hudson à l'île de Vancouver, il dirigeait son empire depuis Londres. Mais il régnait sur le terrain, à travers lui-même, les officiers de la compagnie, les commis et ses intermédiaires autochtones, tous reliés à lui et à son pouvoir presque absolu. Ainsi, au milieu du XIXe siècle, la compagnie de la baie d'Hudson n'était plus seulement une entreprise, c'était un gouvernement à part entière. Elle maintenait l'ordre. Les forts imposaient des lois, négociaient, résolvèrent les conflits. Ses officiers servirent de magistrats, ses commis de diplomates et d'explorateurs. Faute d'institutions étatiques, la compagnie de la baie d'Hudson a comblé le vide du pouvoir, comme la compagnie britannique des Indes orientales en Asie, brouillant frontières entre commerce et souveraineté. À son apogée, la compagnie de la baie d'Hudson contrôlait près d'un tiers de l'Amérique du Nord. Ces territoires comprenaient non seulement le bassin versant de la baie d'Hudson, mais aussi l'immense territoire du nord-ouest s'étendant jusqu'à la côte pacifique. Son influence s'étendait de la toundra arctique aux prairies, du Labrador jusqu'à l'île de Vancouver dans certaines régions isolées. Son drapeau, l'enseigne rouge portant les armoiries de la compagnie de la baie d'Hudson, était le seul symbole d'autorité reconnu par les populations autochtones et les colons, plus encore que le drapeau britannique lui-même. Sous cette emprise corporative, les tensions commençaient à croître. Les populations autochtones étaient de plus en plus persécutées. Leurs droits diminuaient. Et en même temps, l'approvisionnement en fourrure et autres matières premières diminuait, ce qui rendait les colons et les colonisateurs un peu moins à l'aise. Nous en sommes là, avec cette immense compagnie qui dirige les territoires canadiens. C'est un pays de facto, mais dirigé comme une entreprise privée. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Quand et pourquoi ont-ils perdu le pouvoir et se sont-ils transformés en Canada, devenant ainsi un pays normal ? Certains parlent du grand transfert, quand le pouvoir est passé de la gouvernance d'entreprise à une confédération. Au milieu du XIXe siècle, l'ère des monopoles et compagnies à charte prenait fin. Les empires privés étaient partout réintégrés dans les États nationaux. La Compagnie des Indes orientales l'a fait en 1858, suivie par la Compagnie de la baie d'Hudson 10 ans après. En 1867, la Grande-Bretagne crée le Dominion du Canada, fédération autonome réunissant l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, sans les territoires de la Compagnie de la baie d'Hudson. C'était essentiellement une réorganisation territoriale des terres qu'ils gouvernaient, afin de s'adapter à une nouvelle réalité sur le terrain et de leur permettre de conserver leur contrôle. Le Dominion du Canada a été le premier tout en gardant le contrôle britannique. Le Premier ministre, John Macdonald, avait un autre objectif ambitieux, unir toute la moitié nord du continent sous un seul drapeau, s'étendant de l'Atlantique au Pacifique. Mais entre les provinces existantes et la côte pacifique se dressait un immense obstacle. La Compagnie de la baie d'Hudson possédait légalement une grande partie des terres de l'ouest et du nord du Canada. Pour réaliser ce rêve, ils devaient convaincre la compagnie de leur céder les terres. Les négociations commencèrent donc à Londres, entre la compagnie, le bureau colonial britannique et les représentants canadiens. En 1868, le Parlement adopta la loi sur la terre de Rupert, autorisant le transfert des territoires de la compagnie de la baie d'Hudson au Canada, selon des conditions mutuellement convenues. Ces conditions furent établies 2 ans plus tard, avec un acte d'abandon finalisé le 23 juin 1870. En vertu de l'accord, la compagnie de la baie d'Hudson renonçait à tout droit de gouvernement, de propriété et de commerce sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest. En échange, elle reçut environ 300 000 en compensation. Cela équivaudrait à environ 31 millions de livres aujourd'hui, ce qui n'est pas énorme. Elle conserva la propriété de ses comptoirs commerciaux et d'une petite portion de terres environnantes, soit environ 45 000 acres au total. Si vous avez de la peine pour la compagnie qui a tout perdu contre une somme modeste, ne vous en faites pas. Ils ont prospéré grâce au commerce pendant des décennies. Ils ont fermé leurs magasins canadiens en 2025 après avoir déposé le bilan. En 2018, ils ont gagné près de 10 milliards de dollars canadiens. Mais bref, pour revenir au transfert, c'était une transition monumentale. Le 15 juillet 1870, les territoires ont été officiellement transférés de l'AGBC à la couronne britannique, puis au Canada.
Le Manitoba a rejoint la Confédération le même jour. Et avec cela, le Canada a effectivement doublé de taille du jour au lendemain. Je pense que la seule situation comparable que nous ayons, c'est l'achat de la Louisiane par les États-Unis, lorsque le territoire du pays a plus que doublé de taille. Mais la transition n'a pas été très paisible. Les personnes qui vivaient sur ces terres, principalement les autochtones, n'avaient pas été consultées, donc lorsque les arpenteurs canadiens sont arrivés, les tensions ont explosé. Le peuple métis a créé un gouvernement provincial, exigeant la reconnaissance de leurs droits fonciers, culturels et religieux. La rébellion de la Rivière Rouge a ainsi contraint Ottawa à négocier. La loi sur le Manitoba de 1870 a reconnu des droits aux métis, mais ces promesses n'ont été que partiellement respectées. Au fil des ans, de nombreux autochtones furent déplacés alors que les colons arrivaient dans les prairies, et l'autorité de la Compagnie de la baie d'Hudson fut remplacée par celle de l'État canadien. Pour la Compagnie de la baie de Hudson elle-même, cela représentait à la fois une fin et, dans une certaine mesure, un nouveau départ. Privée de ses territoires et pouvoirs politiques, la compagnie s'est reconvertie en entreprise de vente au détail, commercialisant des marchandises au lieu de gouverner. Elle a bâti des magasins généraux dans l'Ouest canadien en expansion, devenant peu à peu une chaîne nationale, évoluant d'une charte impériale aux centres commerciaux. La compagnie de la baie de Hudson a connu l'une des évolutions les plus étranges de l'histoire, tout comme le territoire qu'elle contrôlait autrefois. Le transfert de la terre de Rupert a essentiellement constitué la fondation du Canada moderne. Cela a offert une toile sur laquelle les provinces de l'ouest du pays allèrent plus tard être dessinées, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et les territoires du Nord. Sans cela, la Confédération serait peut-être restée une petite fédération sur la côte Est. Peut-être aurait-elle fini par être absorbée par les États-Unis. L'achat du domaine de la Compagnie de la baie d'Hudson a permis au Canada de s'étendre d'un océan à l'autre, concrétisant la vision d'une nation continentale. Et je pense qu'on peut dire sans se tromper que sans la Compagnie de la baie d'Hudson, qui a existé, et, plus important encore, qui a réussi, le Canada n'existerait probablement pas, du moins pas tel que nous le connaissons aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, merci à mes mécènes pour leur soutien et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Nous sommes presque à 1 million d'abonnés, alors il faut qu'on y arrive. Je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.